nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande émission, grand débat sur Tempo Afrique TV. Votre ami Serge Nyawa depuis les États-Unis, je voulais quand même vous dire merci. Vous êtes branchés sur Tempo Afrique depuis les États-Unis comme en Afrique. C'est un honneur pour nous de vous envoyer beaucoup d'informations. Merci aussi pour tous ceux qui continuent de nous appeler et nous faire des suggestions. Malik Salah, la réalisation de cette émission, je voudrais quand même vous dire merci et vous dire que Tempo Afrique désormais est à votre entière disposition. Je voudrais remercier aussi mes chers panélistes qui me font toujours l'honneur d'être dans ce studio pour ensemble débattre avec moi de tous les problèmes qui minent aujourd'hui le mal africain. Sans toutefois tarder, revenons rapidement dans notre studio pour notre grand débat. Et je voulais vous présenter dans un premier temps mon cher ami Yves Kenao, celui-là même que je nomme toujours Bulldozer, qui est avec nous pour ce débat. Alors Yves, merci d'être avec nous. Merci Serge Nyawa. Comme d'habitude, je suis très heureux de te retrouver encore dans cette émission Grand Débat. Et chers téléspectateurs, bonsoir, bonsoir à toi Credo, bonsoir à toi Moussa depuis de l'autre côté de Atlanta et de North Carolina. C'est moi qui vous remercie, mon cher Yves. Voilà. Vous êtes toujours syrien, comme vous l'avez fait. Merci à tous ceux qui veulent participer. Le numéro qui est sur votre écran, vous pouvez l'appeler directement pour participer à nos émissions. Via Skype, je voulais remercier le docteur Moussa Issoufou, qui a toujours fait l'honneur, qui est toujours prêt à ce grand débat pour répondre à nos hostilités. Merci, professeur, d'être avec nous aujourd'hui depuis la Caroline du Nord. Merci, monsieur Nyawa, pour cette invitation qui me fait honneur. Je voudrais aussi remercier monsieur Yves Kenao, les Bulldozer, comme tu l'as surnommé, qui est toujours là, et monsieur Credo, sans oublier bien sûr monsieur Malik et à tous nos téléspectateurs qui font que Tempo devient de plus en plus populaire et de plus en plus suivi à travers le monde. Alors, merci à nos téléspectateurs. Merci, professeur, d'être avec nous depuis la Caroline du Nord. Je voulais vous rappeler que le professeur est conférencier à l'Université de la Caroline du Nord. Et avec lui, nous allons tout à l'heure en débattre. Merci aussi à Credo Emmanuel depuis Atlanta, Georgia, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. La semaine dernière, vous a manqué. Comment ça va là-bas, Credo? Ouais, ça va très bien, merci. Et là, je remercie vraiment Tempo Africa pour cette invitation encore. Et je salue les chers panélistes et Yves Kenao, le professeur, sans oublier Malik à la réalisation, et tous les téléspectateurs de Tempo Africa à travers le monde.
ici, à Atlanta, nous sommes déjà en été. Vous voyez que je n'ai même pas de marche longue maintenant. Donc ça fait que nous sommes aujourd'hui d'un bon soleil ici. Donc tout va bien. Quand il y a le soleil, il y a la gaieté. Merci à vous encore. Merci donc Credo, merci infiniment. Le sage de la maison, encore une fois de plus, vous nous faites l'honneur d'être avec nous. Et vous êtes en train de briller depuis Atlanta comme le soleil est en train de briller. Pour le thème d'aujourd'hui, nous allons toujours continuer notre thème du grand débat la semaine dernière, le scandale de l'affaire Bolloré. Le jugement togolais se dit pas concerné. Mais aujourd'hui, nous allons faire ça de manière stratégique et nous allons toutefois dire le scandale de corruption en Afrique, l'affaire Bolloré. Alors, chers camarades, vous avez toujours eu quand même beaucoup d'informations sur cette affaire et nous voudrons spécialement montrer à nos téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent que Tempo Afrique TV est là pour dire aussi son mot concernant l'affaire Bolloré. Alors, je voulais commencer par mon cher Kenao. Est-ce que vous avez encore beaucoup d'informations sur cette affaire Bolloré? Bien, cette affaire Bolloré, sans te mentir, je n'ai pas encore eu beaucoup de détails, plus que ce que je connais sur l'affaire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ce qui a été fait déjà. Maintenant. Comme quoi? C'est-à-dire que toute cette affaire-là, tout ce qui s'est fait, comme financement, comme campagne, comme attribution des ports à Bolloré, tout ça là, ça a été déjà fait. Mais comment faire pour que un Bolloré bis ou un Bolloré 3 ne se répète plus au Togo, en Guinée, partout en Afrique occidentale? C'est ce à quoi moi je m'en tiens maintenant. D'accord. C'est que c'est déjà fait. On peut le juger, on peut le condamner, mais si nous ne prenons pas des mesures, nous allons retrouver notre Bolloré. Alors c'est pourquoi je dis que, bon, moi, maintenant, c'est dire que le vin tiré, il faut le boire. Mais posons des actes, prenons des mesures pour que plus jamais sur la terre de nos aïeux, un truc comme ça se répète. Alors, de quoi soupçonne-t-on Vincent Bolloré? Mais selon les dernières informations que nous avons en notre possession, c'est qu'on dit qu'il a pris les ports de Lomé, de Guinée-Conakry pour en fait refinancer les campagnes des présidents Condé et Faure de Guinée du Togo pour les maintenir au pouvoir, enfin, pour qu'ils gagnent. D'accord. Voilà. Donc, moi j'ai dit que ceux-là, ils sont déjà au pouvoir, ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir. Donc, maintenant, comment faire pour que, pour les prochaines campagnes, vous l'avez déjà dit. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit peut-être que les gens n'ont pas bien compris. Ok, allez-y. Comment faire pour que les prochaines élections, que si réellement il y a un financement de la part de Bolloré, que ce financement n'arrive plus. C'est là mon point. Ce n'est plus juger Bolloré, juger quoi. Comment faire? Qu'est-ce que le Togo fait pour que cela ne se reproduise plus? Qu'est-ce que la Guinée fait pour que cela ne se reproduise plus? Le Bénin a posé un acte. Est-ce que c'est dans ce sens que le Togo et la Guinée vont évoluer? D'accord. On va revenir tout à l'heure à vous. On va parler oui. Seulement dans la bouche. Bon, en fait, moi je ne sais pas là où nous allons. D'accord, d'accord. Merci mon cher Kenao. On va aller directement avec le professeur Moussa Issoufou depuis la Caroline du Nord. Alors professeur, vous avez appris cette affaire de Bolloré. De quoi soupçonne-t-on Vincent Bolloré? Je vous repose encore la même question, docteur. Alors, merci, M. Niawa. Bolloré est soupçonné de corruption d'agents publics étrangers, ce qui est un acte assez grave selon la législation française. Et donc, la poursuite de Bolloré n'est pas une poursuite qui est tombée comme ça par coïncidence. C'est que les lois en France punissent, n'est-ce pas, ce genre de comportement.
lorsque une compagnie ou bien, c'est pas une multinationale, se permet de s'immiscer dans les affaires politiques d'un autre État, sous les coups des espèces sonnantes, parce que la loi est claire là-dessus, même aux États-Unis ici, il y a les mêmes lois. Même autrement, moi je vais tout simplement dire que c'est pourquoi la mauvaise foi du gouvernement togolais ou du régime togolais ne peut jamais, c'est pas à finir. L'affaire qui a opposé celui qu'on a appelé Youssef, le Saoudien, avec Bodjouna et puis Agba, c'est comme ça, ça se ressemble. Mais dans cette affaire, l'État togolais s'est permis de prendre le parti d'un étranger au détriment de leurs concitoyens parce qu'ils avaient des points politiques à gagner, parce qu'ils avaient des choses sournoises à gagner. Maintenant voilà, Bolloré, ce qui est clair, c'est que l'État français agit en fonction de ses lois. Que le gouvernement togolais fasse quelque chose ou pas, ce n'est pas leur affaire. Si le régime togolais veut, c'est pas se présenter comme un régime pourri, comme tout le monde le sait, aux yeux du monde, ça sans problème. Mais quant à la France, elle respecte ses lois et c'est en fonction de ces lois-là qu'elle est en train de poursuivre Bolloré. C'est-à-dire qu'un Français ne peut pas se permettre de corrompre des agents publics étrangers. De quoi s'agit-il en effet? Lors des élections de 2010, vous savez qu'en ce moment-là, il y a eu, peu avant les élections, l'autre Français, l'homme de Progosa, qui gérait le port, avait été sommé par un mandat d'arrêt. Rapidement, on a lancé un mandat d'arrêt international contre lui, comme quoi il y a corruption au port. Le gars a pris la fuite, ce qui a permis au gouvernement togolais d'installer son rival Bolloré en chef au port. Et en contrepartie, Bolloré a utilisé les médias qu'il contrôle pour battre campagne pour Faure Gnassingbé, et même il y a eu de l'argent qui a été versé pour l'aider. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas là. Ce que les Français ne nous disent pas pour le moment, c'est que même au sommet de l'État français, il y a eu aussi des complicités. Sarkozy n'est pas sain, comme je l'ai dit. Pour que cette affaire-là puisse se voir tirée au clair, il faut la présence de Sarkozy, qui est déjà dans de beaux draps de la justice française. Mais il sera davantage parce que dans cette affaire-là, Sarkozy a joué beaucoup. En contrepartie, il a accepté que des élections frauduleuses puissent être validées au Togo pour que Bolloré puisse avoir le port et le gérer, comme quoi c'est une propriété privée d'une famille qui a voulu faire un cadeau à un autre bandit international. C'est ce qui s'est passé. Bolloré, c'est un bandit international. Et donc, moi, j'ai dit que pour le moment, il y a silence du côté de la Marina, mais du côté de la France, les gens sont sérieux parce que les Français, c'est déjà qu'ils n'acceptent pas que la corruption ait lieu chez eux. Donc, ils ont tout fait pour dénoncer cette corruption-là. Ils ont tout fait pour poursuivre Bolloré. Ils l'ont mis en examen et nous pensons que le dossier doit suivre son cours normal. Maintenant, quitte à Faure Gnassingbé et à sa bande de voleurs, de aussi de nous dire clairement ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est pourquoi les députés de l'opposition ont déposé une résolution, ont proposé une résolution pour voir clair dans cette affaire-là. Depuis là, c'est silence radio, il n'y a rien au niveau de la communication, on ne dit rien. Quelques médias qui ont eu l'audace d'aller sur les médias parler de ça, ils ont tout simplement dit que non, l'affaire Bolloré, c'est une affaire purement franco-française. C'est fin de citation. Et nous disons que c'est le comble de l'irresponsabilité. C'est un exemple patent de ce qu'on appelle irresponsabilité politique. Lorsque des gens qui sont là, censés gérer un pays pour le bien-être de leur peuple, se permettent, n'est-ce pas, comment on appelle, jeter par la fenêtre
les biens de l'État et ils vont clamer que non, c'est une affaire franco-française. Moi, je ne peux que m'indigner par rapport au comportement de ces ministres-là. Alors, l'affaire Bolloré, c'est une affaire togolaise, mais c'est que les Français ne veulent pas être souillés. Le Togolais est déjà habitué à se souiller, donc pour le gouvernement togolais, rien ne se passe, puisqu'il y a eu pire de cas au Togo que ça. Donc pour eux, ce n'est pas encore grave. Il faut continuer et ils vont continuer aussi longtemps que rien ne va leur arriver. Merci. Merci, 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 merci. Professeur, je crois que ceux qui nous regardent peuvent participer au numéro qui est sur l'écran. Vous pouvez nous appeler. Merci encore une fois de plus. Monsieur Credo Emmanuel, j'aimerais quand même savoir ce que vous pensez de cette affaire Vincent Bolloré. Moi, je pense que l'affaire Vincent Bolloré, bien sûr, c'est une affaire de corruption, mais il n'y a pas que le Togo qui est impliqué. Il y a, par exemple, la Guinée, il y a d'autres pays africains où Bolloré, d'une manière ou d'une autre, a essayé de corrompre le système. Credo, vous pouvez continuer, hein, on vous écoute. Ok, comme on le dit, le flatteur vit aux dépens de celui qui le coûte. Pour corrompre, il faut des corrompus et un corrupteur. Donc, cette affaire, bien sûr, on n'a pas assez d'éléments. Pour moi, je trouve que c'est une affaire judiciaire. On peut en discuter avec des informations de base que nous avons à notre niveau, mais c'est une affaire judiciaire qui va suivre son cours. On aura peut-être besoin que des juristes plus spécialisés dans le droit viennent nous donner plus de précision, parce que après tout, on en discutera, on en parlera, soit de l'effet que Bolloré a eu sur le Togo. Mais le Togo n'est pas le seul pays concerné. Il y a une affaire qui concerne plus d'autres pays africains. Et je suis bien d'accord avec le frère Yves Kenao, parce que c'est déjà fait. Nous avons des trucs devant nous qui sont maintenant et qui nous attendent. On a des échéances devant nous qui nous attendent, dont on doit s'occuper. Si on prend tout notre temps à débattre Bolloré et on n'a pas tous les données, je ne vois pas ce que nous apportons vraiment à ce sujet. Bolloré, c'est un problème judiciaire qui va suivre son cours en France. Il est mis en examen. Vous rappelez-vous, c'est la deuxième plus grande fortune de France. Il va avoir une armée d'avocats pour le défendre, parce qu'il faut toujours avoir la présomption d'innocence. Il faut trouver des choses là. Nous sommes en droit, et si on veut que nos démocraties soient bâties sur des faits réels, il faut qu'on nous trouve des éléments pour pouvoir inculper les gens. Pour l'instant, le contrat, par exemple au Togo, le contrat que Bolloré a fait avec le gouvernement, c'est un secret d'État. Il est classé, le contrat est classé comme un secret d'État. On a fait un contrat de 35 ans qui n'est pas connu du public. Bon, maintenant, si nous discutons, on sait qu'il y a une corruption. Pour moi, nous n'avons pas assez d'éléments pour vraiment tenir des discussions très valables sur cet élément, parce qu'il vaut mieux pousser les trucs sur le plan juridique. Il faut laisser d'abord la justice faire son cours, et puis on verra, parce que après tout, il faut mieux éviter que ça ne se reproduise plus, au lieu de dire regarder toujours vers le passé, voyons comment
on peut utiliser les leçons du passé pour évoluer à l'avenir. Donc, moi, je trouve qu'il y a des échéances qui nous attendent et qui sont plus importantes que qu'on perd beaucoup de temps sur Bolloré, surtout que nous allons parler, mais on n'aura rien de plus que ce qui circule dans les informations. Voilà mon point de vue. Merci donc, Credo. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne, mais tout à l'heure, on va passer la parole au professeur. Compte tenu de votre contribution, et M. Kenao aussi va suivre. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, comment vous appelez? Je m'appelle Abraham, je suis à Nigeria. D'accord, vous pouvez participer à l'émission? Oui, c'est pour participer à l'émission et poser la question à M. Inoussa. Allez-y. Oui, j'avais suivi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de vous parler. Et que je ne suis pas un politicien, mais je suis un homme de Dieu. C'est pour mettre un peu la lumière sur le problème du Togo et contribuer sur le problème de l'armée togolaise. Oui, il avait parlé l'autre jour, le 27 avril, quand ils ont fait une réunion à Washington. C'est évident, parce que l'armée togolaise est constituée d'une fausse base, une fausse fondation. Parce que quand le Togo a eu l'indépendance, et Adema dit que c'est lui qui a recruté les militaires et que les militaires sont à son commandement. Donc, il y a après, il sait bien une fois qu'il y a de rassembler les gens. Aucun héritier dit que celui qui veut faire le coup, lui, il va marcher sur le sang d'un corps jusqu'à son village. Oui, on vous comprend, mais vous avez voulu poser une question au docteur Moussa. Oui, ma question aujourd'hui, bref, nous demandons à ce que nos leaders, nos frères qui se battent, ils n'ont qu'à faire beaucoup de prières pour que le Dieu va sauver le Togo. Parce qu'on a beaucoup de problèmes. Et ce problème actuellement, c'est pas la prière, c'est pas la violence. Et que Dieu va mettre la main dans la main de ces barons qui sont là toujours, et même notre président qui est là actuellement. Donc, je pense que M. Inoussa, et je prie que Dieu va lui donner l'intelligence, la sagesse, et pouvoir réussir son combat. Et s'il peut le faire, et qu'il n'a qu'à faire beaucoup, ma question est qu'il n'a qu'à se battre pour la justice au Togo. Et qu'il n'a qu'à pouvoir ramener les militaires à comprendre la situation démocratique. Donc, s'il peut le faire, merci, que Dieu vous bénisse. Merci, cher ami. Je crois que je vais passer la parole au docteur Moussa pour essayer quand même d'intervenir sur ce que vient de dire notre ami qui vient d'appeler. Docteur Moussa, est-ce que vous avez compris? Il a parlé d'une question, mais je crois que il s'adresse directement à vous. Je voudrais d'abord remercier notre compatriote qui a eu aussi, qui a pris son temps pour appeler et pour aussi nous encourager. Je voudrais dire à notre compatriote que sa question ou sa proposition a été bien notée parce que, comme on le dit quelque part, on ne vit pas que du pain, on vit aussi de l'esprit, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas, le peuple togolais, c'est un peuple croyant, bien sûr, des croyances diverses, mais toujours c'est la croyance.
envers le seul Dieu unique que nous avons, le créateur des cieux et des terres. Alors, nous allons procéder ainsi, nous allons transmettre cette information ou cette doléance aux leaders de l'opposition qui font déjà ce qui est demandé ici parce que n'eût été la prière ou bien les prières que les gens font au Togo et partout, je pense que le Togo serait déjà dans un gouffre et duquel on ne pourra jamais, n'est-ce pas, s'en sortir. Alors, nous allons redoubler d'efforts. Nous avons aussi chance que nous sommes dans un mois béni pour les musulmans, le mois du Ramadan, et c'est le mois aussi des prières. Et les chrétiens font leurs prières de l'autre côté, les musulmans de ce côté-là. Je pense que tout ça l'a combiné avec les efforts, les actions, Dieu sera de notre côté, puisque Dieu a toujours été du côté des faibles. Il n'a jamais été du côté des cruels, du côté de ceux-là qui martyrisent leur peuple, du côté des auteurs des exactions les plus ignobles que le monde ait connu. Alors, je suis confiant et je vais rassurer mon frère que, oui, nous comptons aussi sur les prières et les Togolais ne dorment pas. Ils le font nuit et jour. La preuve, nous avons parmi nous ici un pasteur de ce credo, pasteur credo, qui aussi arrive à passer sa bénédiction sur ce que l'on fait de temps en temps, prier pour tout le monde, pour la paix au Togo, la paix dans le monde, puisque le monde ne serait jamais tranquille du moment où il n'y a pas de paix. Et l'absence de paix au Togo doit inquiéter tout le monde, parce que cela signifie que quelque part, l'être humain n'est pas en train de jouir la plénitude de sa dignité, comme ce qui se passe au Togo. C'est pourquoi j'ai dit que ce qui se passe au Togo doit troubler la conscience du monde. Ça doit troubler l'éthique même du monde. Ça doit troubler la morale du monde. Parce qu'on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas se taire. Parce que tous ceux-là qui se taisent par rapport aux problèmes togolais sont des complices aux yeux de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas apporté, n'est-ce pas, de l'eau à celui-là qui a soif. Ils n'ont pas apporté à manger à celui-là qui a faim. C'est ça le problème du Togo. Je vous remercie. Merci, Dr Moussa. Alors, M. Kenao, rapidement, voilà. Vous voulez dire quelque chose tout à l'heure. Voilà, pour cette affaire Bolloré, le grand frère Credo a bien dit, pour qu'on parle de corruption, il faut deux agents. Celui qui corrompt et celui qui accepte d'être corrompu. Mais dans le cas Bolloré, c'est un cas que même le gouvernement de Macron ne pourra jamais s'en sortir. En matière de business, pour ceux qui ont fait le droit, comprendront qu'on ne parlera pas de dol dans ce cas précis. Le contrat n'a pas été signé par des incapables. Le contrat n'a pas été signé par des mineurs. Le contrat a été signé entre de grands responsables. Et surtout, des responsables d'un État indépendant. Le contrat a été signé entre deux responsables, c'est ce que vous avez dit. Oui. Mais pas entre deux pays. Parce qu'on parle entre deux pays. Mais entre deux responsables. Entre deux responsables. Expliquez-vous, allez-y. Entre Bolloré, le groupe Bolloré, et le gouvernement togolais. Oui, mais qui est un gouvernement, ce n'est pas un individu, hein, c'est un ensemble de responsables togolais qui ont accepté signer le contrat en bonne et due forme. Donc, ils comprenaient totalement, complètement et entièrement les termes du contrat. Ils ne peuvent pas dire « Oh, nous, on n'a pas compris ce qui était écrit dedans ». Ils ne peuvent pas évoquer ça. Donc, ceux qui vous regardent veulent réellement comprendre. Je veux dire tout simplement que c'est le Togo qui a accepté de faire le couillon. C'est le gouvernement togolais qui a accepté que le couillon de signer le contrat tel que le groupe Bolloré le lui a présenté. D'accord. Donc il a accepté en bonne et due forme, en conscience. Ce n'est pas quelque chose, on ne l'a pas forcé, on ne l'a pas intimidé, on ne l'a pas fait sur le sol français, ça a été fait chez lui, sur le sol togolais. Et il a lu tout.
Et il a accepté. Je ne vois pas l'intérêt du gouvernement français. Et ça, je vais à l'encontre de monsieur le professeur. Le français, le gouvernement de Macron, ne peut pas, n'a pas intérêt à agir. Il n'a pas intérêt. Ce n'est qu'un citoyen français. Ce n'est pas le gouvernement français. Or, si c'est pour parler de financement des campagnes, qui fait les coups d'État en Afrique? Qui renverse les gouvernements en Afrique? C'est le gouvernement français. Et si ces lois-là existent, et si on doit appliquer ces lois-là contre Bolloré, c'est que ces lois seront appliquées contre la République française elle-même. Vous voyez que c'est là que le gouvernement de Macron est vraiment limité. C'est une affaire purement politique. D'accord. Une affaire purement politique. Docteur Moussa, est-ce que vous êtes en ligne? Allez-y, docteur Moussa. Allez-y, docteur Moussa, vous avez la parole. Oui, donc j'ai voulu simplement rappeler à mon frère Yves que dans le cas de ce qui s'est passé entre Bolloré et le gouvernement togolais, il n'y a pas eu de contrat signé. Il n'y a rien eu, il n'y en a pas. C'est pourquoi depuis là, les gens réclament le contrat. Personne n'ose parler du contrat. Les gens se sont réunis quelque part, ils ont dit tu donnes ceci, tu prends. C'est pourquoi j'ai parlé de quid pro quo la fois passée. C'est-à-dire que c'est un truc fait en échange de quelque chose. C'est deux voleurs qui se sont partagés un butin dont ils n'ont pas la possession, le titre de la possession. C'est ça notre problème. Quand on me parle de contrat, moi je dis que il n'y a jamais eu de contrat en bonne et due forme. La preuve, depuis que les gens demandent, depuis 2016, l'ANC a demandé à ce qu'on lui explique les termes de ce contrat, silence total. Personne n'a branché. Alors, je vous dis que même appeler un membre du gouvernement togolais, parler de l'affaire Bolloré, il va dire « Ah, cette affaire me dépasse ». Donc, si ça dépasse tout le monde, ça veut dire que, suivant mon regard, vous allez retrouver le concerné au palais de la Marina. C'est lui qui a pas... Il n'y a pas eu de contrat signé, il n'y en a pas. C'est pourquoi nous sommes en courroux. Et donc, quand on me dit que le gouvernement français n'a rien à voir dans cette affaire, moi, je vais vous rappeler que lorsque le gouvernement togolais a mis Bodiona en prison pendant 25 mois, est-ce qu'il avait quelque chose à faire dans l'affaire de si on a escroqué un étranger? S'il vous plaît, il n'y a pas de justice à deux choses, hein, à deux vitesses. Hein. La justice est la même. Les lois sont claires, les lois françaises sont claires. On ne doit pas permettre à notre citoyen d'aller corrompre un agent extérieur. C'est sur cette base-là que Bolloré a été mis en examen. Si le Togo veut se continuer en quoi, ça fait son problème. Mais pour l'instant, qu'on ne me dise pas que la France n'a rien à voir. Non, non, non. Le gars a violé une loi française. Donc il faut la lui appliquer. Comme le gouvernement togolais a parlé, a dit que Bodiona a violé la loi togolaise, c'est pourquoi ils l'ont emprisonné pendant 25 mois dans l'affaire dite d'escroquerie internationale ou quoi. Personne n'a dit non parce que le gouvernement togolais n'a pas et il fallait laisser les SAD. Non, 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 non. Personne ne l'a dit, s'il vous plaît. Dans ce sens-là, moi, je suis en désaccord total avec ceux-là qui vont dire que la France n'a rien. La France a beaucoup à voir avec ça. Et c'est ça qui nous fait, qui nous contente pour le moment. Puisqu'au moins, quelqu'un qui se croyait tout puissant est inquiété maintenant. Il a été gardé en garde à vue pendant au moins quelques heures. Avec ses yeux rivés, s'il répare comme tout autre criminel traditionnel. Ce qui est intéressant. Il faut voir ce que Bolloré a fait au Cameroun. Il a piétiné, marché sur tout le monde au Cameroun. Ce n'est pas normal. Et il est en train de le faire au Togo. Il faut voir le chômage qui sévit au port. Il a renvoyé tous ces jeunes-là qui ont été formés comme transitaires. Ils n'ont plus de boulot. Parce qu'un individu qui est venu de la France veut tout raser. Parce qu'en contrepartie, il donne de l'argent aux propriétaires du Togo. Et ce qui n'est pas normal. Moi, je suis clair là-dessus. La France ne fait que suivre ses lois. Et les lois sont faites pour être respectées et appliquées. C'est pourquoi moi je voudrais que la France applique à Bolloré la rigueur la plus totale de la loi, afin que demain un autre Bolloré, comme tu l'as dit, ne puisse venir encore nous mélanger les choses. C'est tout. D'accord. Docteur Moussa, vous voulez répondre? Non, moi, tout ce que je voudrais dire, si je suis la logique, pourquoi Sarkozy a intervenu pour renverser le gouvernement de Gbagbo?
Si les lois françaises étaient là, pourquoi Sarkozy a pu renverser le gouvernement de Gbagbo? Juste comme ça, parce qu'il ne l'a pas aimé. Cette loi-là devrait s'appliquer. Alors Malik, bonsoir. Si on veut l'appliquer dans sa logique, elle devrait être appliquée pour qu'on arrête de dégager Gbagbo. C'est pourquoi je dis que le gouvernement de Macron ne peut pas aller loin. Ça viendra. Sinon, je comprends bien ce que le professeur dit. Mais on ne peut pas le faire. Puisque c'est la République française même qui constitue un mercenaire. C'est la République française même qui est mercenaire. Et les citoyens comme Bolloré ne sont qu'au service de la République française à travers le gouvernement qui est arrivé. Par exemple, le gouvernement Bolloré travaille pour le gouvernement de Sarkozy. Ça, tout le monde le sait. Ouais, c'est pour ça que je comprends ce qu'il dit, mais c'est que la loi n'est pas appliquée à tout le monde de la même manière. Voilà. D'accord, merci. Les magistrats soupçonnent Vincent Bolloré d'avoir utilisé Avad pour conseiller les présidents du Togo et de la Guinée en échange des constructions de ports. Alors, Monsieur Credo. Oui. Monsieur Credo, est-ce que vous nous suivez? Je vous suis. D'accord. Oui. Alors, pour cette affaire de Bolloré, vous avez dit qu'il faudrait qu'on ait quand même, de la justice pour qu'on puisse en imprégner et qu'on ne devait pas quand même tergiverser là-dessus. Mais en tant que média, est-ce que notre pouvoir de médias ne pouvait pas quand même amener cette justice française à réellement aller droit au but, parce que nous voulons que Bolloré, en Afrique, avec une certaine corruption qui ne dit pas son nom, essaie quand même de comprendre et d'égaler l'Afrique. Monsieur Credo, est-ce que vous êtes d'accord réellement avec... Oui, allez-y. Française, qui est une justice d'un pays aussi développé que la France, s'oriente à partir de ce qui se passe dans les médias. C'est pourquoi, d'abord, la justice, si elle a accepté de mettre Bolloré en examen, c'est qu'elle a des éléments suffisants pour cette mise en examen. Mais pourquoi maintenant nous allons mettre la charrue devant les bœufs et dire on veut savoir tout? Mais laissons la justice faire son cours. Et Bolloré, il est français. Il est sanctionné par la justice de son pays pour avoir commis des actes à l'étranger et que les lois de son pays permettent de poursuivre un citoyen qui a commis des actes. Laissons les choses évoluer. Maintenant, en tant qu'Africain, parce que, comme je le dis, le problème de Bolloré, ce n'est pas seulement un problème togolais. D'abord, dans les faits qu'on reproche à Bolloré, on reproche la Guinée, on reproche le Togo. Donc déjà, si on veut faire un débat, où sont les Guinéens ici? Et les autres pays africains. Donc moi je dis qu'on ne peut pas se mettre ici à faire une émission et puis à dire voilà c'est Bolloré, est-ce que c'était bon que son pays le poursuive, ou bien c'est plutôt les gens où il a commis les trucs là qui doivent le poursuivre. Non, laissons la justice faire son boulot. Évoluons vers des trucs, parce que nous attaquons un sujet où je ne crois pas qu'on n'aura pas grand effet. La justice française ne va pas regarder les débats sur les différents médias pour prendre sa décision. La justice française, elle va avec des preuves.
Bon, si vous voulez avoir des éclaircissements pour qu'on vous donne plus de la... Donc, il faut spécialiser. Regardez ici aux États-Unis. Quand quelque chose se passe, CNN, Fox News et MSNBC, quand on veut avoir un truc sur des analyses judiciaires, on appelle les gens qui sont dans le domaine judiciaire. Si on veut avoir des analyses sur un domaine militaire, on prend des analyses sur, qui sont dans ce domaine. Nous ne sommes pas vraiment, on n'a pas les moyens, on n'a pas les éléments nécessaires. D'abord, on ne sait même pas tout ce qu'il y a dans ce dossier. Même un avocat ou bien un juriste, je dois vous donner un aperçu, vous dira que voilà, la justice a le droit de faire ça ou de ne pas faire ça. Mais la justice française ne va pas faire un pas si elle est vraiment elle n'était pas en position de pouvoir le faire et qu'on a mis Bolloré en examen. Mais mettre quelqu'un en examen, tout être est normal, innocent, jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable. Il y a la présomption d'innocence. Mais pourquoi maintenant nous faisons tout un débat sur est-ce que la France a le droit de poursuivre ou bien quoi? Moi je ne sais pas. On l'a pris à un pays corrompu, la corruption, elle a des niveaux différents, qu'on aille de pays en pays. Il y a des pays où le système, la corruption est érigée en système de gouvernement. Au Togo, tu vas, il y a un passeport, tu paies les frais pour avoir ton passeport. Tu ne mets pas une enveloppe derrière en dessous de la table, personne ne te délivre ton passeport. Tout ce que tu dois faire, il y a des gens, quand tu considères ce qu'ils gagnent mensuellement et tu vois leur réalisation, d'où viennent ces revenus? C'est parce que le système est corrompu. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut attaquer ce système en mettant juste en débattant seulement de Bolloré? Moi, je ne sais pas. Laissez la justice faire son cours. Si vous voulez en débattre. Mais moi, je crois que ce débat n'apportera pas grand-chose. Discutons des trucs actuellement. Je vais vous dire une chose. Nous avons des échéances au Togo. Si on veut parler du problème togolais, il y a dans chaque pays, il y a des trucs qui sont plus urgents. Et au Togo, on a le Parlement qui va bientôt avoir son mandat expiré. Paul a fait un discours lors du 27 avril et il a dit, quelles que soient les valeurs d'alpha, les calendriers que j'ai posés pour les élections seront respectés. Alors que c'est ce même gars qui a dit, allons au dialogue. On laisse maintenant le dialogue. Le dialogue, il est comment, je ne sais pas si on peut l'appeler, mis en stand-by, ou bien quel mot on peut donner au dialogue. Et on n'en parle plus de ça. Nous avons Fort qui aura le Parlement qui aura son mandat, Fort qui va quitter la présidence en exercice de la CEDEAO, et on veut organiser des élections législatives au début juillet. Mais le Togo est vraiment arrivé à un point culminant où, au lieu de vraiment débattre dessus, essayons de voir quels sont les choses là, les trucs les plus urgents que nous avons à en parler, quoi. C'est ça mon point de vue, hein, parce que Bolloré, ok, il boit toujours son champagne et il a des avocats qui vont travailler avec lui. Essayons de voir ce que nous pouvons vraiment apporter comme contribution pour aider à une solution dans nos pays différents. Merci beaucoup. Merci Credo, merci. Je crois que vous avez parlé concernant... Nous ne faisons pas ce débat
uniquement pour ce qui se passe au Togo, mais on parle du scandale de corruption en Afrique et l'affaire Bolloré. L'affaire Bolloré est donc dans tout ce pays africain qui aujourd'hui continue de suivre, d'endiguer le mal de la corruption. Alors, monsieur le docteur, je pense que, comme l'a dit monsieur Credo, laissons la justice suivre son cours. Est-ce que vous voulez en dire quelque chose? Parce que Credo a parlé aussi de quelque chose de beaucoup plus important. Après donc cette histoire Bolloré, on allait rentrer un peu dans cette histoire, ce qui se passe un peu dans les autres pays africains. Mais bien sûr, moi je pense que je suis un peu, en désaccord avec mon frère Credo, et qui pense que le débat sur Bolloré ne nous apporte rien. Moi, je pense que le débat sur Bolloré expose une fois encore la vassalisation de l'Afrique par des colons. Le débat Bolloré nous expose ces gens-là qui n'ont aucun amour pour leur patrie, qui sont prêts à brader à n'importe quel moment leur pays pour pouvoir satisfaire leurs besoins, c'est pas primitif, je vais le dire. Parce que quand quelqu'un qui a le goût du pouvoir par la force, c'est parce qu'il a un instinct primitif. Ce n'est pas un instinct moderne, ça. Parce que l'instinct moderne, c'est partager. C'est l'instinct primitif qui veut tout pour soi. Et il est prêt à abattre tout le monde. Parce qu'ils ont osé dire, moi aussi je veux une part de cette chose-là, de ce gâteau-là. Donc, l'affaire Bolloré, le débat que nous menons, ce n'est pas nécessairement pour aller à l'encontre de ce qui se passe en France. C'est pour éclairer les gens par rapport au peu d'informations que nous avons. C'est-à-dire que pour dire aux gens qu'au fait, lorsqu'on parle de Bolloré, c'est qu'entre-temps, Bolloré a fait ceci en 2009-10 au Togo et en Guinée. C'est pourquoi on est en train de le poursuivre. Au Cameroun, le paysan Bamouleke qui a été spolié par Bolloré, maintenant sait que quelque part, justice sera faite un jour. À Lomé, c'est ce dont on n'a pas encore parlé, c'est que les gens oublient que l'extension du port autonome a fait des victimes. Il y a des maisons, des familles qui ont été déplacées. Est-ce que vous savez la preuve que ces familles ont été dédommagées? C'est une affaire qui est là, le dossier dort. Donc nos débats permettent à ces paysans-là, à ces populations-là, de savoir que l'intouchable Bolloré est touchable. Et qu'un jour, justice sera faite, tôt ou tard. C'est pourquoi moi je suis content d'en parler. D'ailleurs, moi je vois dans cette affaire Bolloré, une aubaine pour le peuple togolais. Parce que si c'était dans un pays normal, l'affaire Bolloré suffisait pour faire tomber le gouvernement actuel. C'est parce que le Togo s'est présenté comme un État anormal et il en a pris l'habitude tellement qu'il est devenu anormal, lui-même, sans le savoir. Sinon, dans un pays normal, c'est un scandale qu'on ne peut pas négliger. Il est politique. Et on devait l'exploiter. C'est pourquoi moi je dis que nous ne perdons pas notre temps. Nous sommes en train de faire du boulot ici parce que nous éclairons les gens. Parce que nous disons aux gens que, ayez espoir, un jour justice sera faite. Si l'affaire Bolloré passe sous silence au Togo, c'est parce que ceux-là qui bénéficient de la corruption Bolloré sont encore aux affaires. Attendez que les choses changent. Vous allez voir si, même après 100 ans, l'affaire Bolloré ne sera pas ressuscitée. Vous verrez. Donc, pour le moment, moi, je dis qu'on ne peut pas minimiser l'impact que ce que les gens sont en train de dire à travers les médias, c'est pas en train d'avoir sur ces présidents-là. En Guinée, la Guinée a déjà caché sa queue. Le gouvernement guinéen dit qu'il va collaborer avec la justice pour que la lumière soit faite. Pourquoi le gouvernement togolais n'en dit pas autant? Ça veut dire que quelque part, les termes sont pires qu'ailleurs. Et là, on ne peut pas me convaincre que non, c'est une affaire à négliger. Non, c'est une affaire dont il faut profiter politiquement. D'ailleurs, je vais dire même que nous n'avons pas su l'exploiter comme il le faut. Ça devait ébranler ce régime cinquantenaire. Ça devait nous apporter de l'eau à notre moulin. En tout cas,
C'est ce que moi je pense. Merci, professeur. Je crois que au niveau de Tempo Africa, si nous choisissons des idées, c'est pour lutter contre tout ce qui provoque en Afrique. Il faudrait qu'on dénonce cela parce que les médias constituent la première puissance de ce monde. Nous devions toujours essayer de continuer de débattre des sujets importants qui peuvent nous amener à réellement mettre notre public à bon port. Nous continuons. Monsieur Credo, on va continuer. Si vous n'avez plus quelque chose à ajouter, je crois qu'on va essayer de continuer parce que vous avez touché à un sujet qui, quand même, nous amène à réellement en parler. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose à dire, Monsieur Credo? Non, moi, ce que je voulais encore dire, c'est que, ouais, je sais que l'Afrique a été comme un gâteau qui a été partagé par tous ceux qui voudraient en profiter. Ça, c'est clair. Donc, pour moi, ce n'est pas que Bolloré n'a pas fait du mal en Afrique. Il a fait du mal en Afrique. Mais est-ce que l'affaire Bolloré trouver une solution dans l'immédiat? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible sans que la justice n'avance? Bon, maintenant, si la justice va avancer, la justice, avant de mettre Bolloré en examen, a eu des pièces à conviction et elle doit toujours chercher d'autres pièces pour pouvoir justifier et pouvoir inculper Bolloré. C'est pourquoi moi je dis que, étant donné que l'affaire est au niveau de la justice, elle n'a qu'à laisser la justice sur son cours. Regardez, aux États-Unis ici, Donald Trump est monté au pouvoir, on dit voilà, il y a une collusion ou bien obstruction à la justice. Mais ça fait 1 an qu'on est en train de faire des enquêtes. Est-ce que même ceux qui disent 1 an c'est trop, arrêtons, les gens disent non, laissez les enquêtes se faire. Jusqu'à présent, on ne peut pas court-circuiter les choses. C'est tout ce que je dis. Quand les procureurs qui ont mis Bolloré en examen, ils vont demander, voilà, nous voulons telle preuve des pays qui sont concernés. Si les pays leur donnent les preuves, ça leur fera monter un dossier jaune là, et très important. Est-ce que nous, en débattant ici, est-ce que nous avons la possibilité, ou bien même les partis politiques, regardez combien de députés autogaucheurs ont demandé à ce que le gouvernement leur donne des explications. Ils n'ont rien eu pour le moment. Quand vous avez invité M. Éric Dupuy la dernière fois et qu'on lui a posé la question Bolloré, Éric Dupuy a dit que moi je suis un politicien, je ne peux pas aller inventer des trucs ou bien quoi, je vais juste dire ce que je sais et il n'a pas d'informations, il ne peut pas aller la dramatiser, c'est un politicien. Donc, laissons la justice sur son cours. Bon, maintenant, si on veut faire informer le monde entier sur l'affaire Bolloré, on est libre de le faire. Pourquoi pas? Je ne dis pas qu'on ne doit pas. On est libre de le faire. Mais est-ce que c'est le plus urgent maintenant, vu ce que nous avons, les échéances qui nous attendent? Est-ce que c'est le plus urgent maintenant? C'est tout. Mais si tous ceux qui veulent mettre leurs ressources dans l'affaire Bolloré, ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Donc c'est tout. Moi, je n'ai pas dit que... D'accord. D'accord. C'est tout, hein. Moi, je n'ai pas dit que... Non, si vous voulez... Allons-y, il n'y a pas de problème. Donc, pour le moment, et franchement, c'est juste tout ce que j'ai à ajouter. Ce n'est pas qu'on soit d'accord ou pas.
Le problème, c'est que nous avons un problème de corruption en Afrique. On doit l'exposer, ça c'est clair. Maintenant, comment allons-nous procéder pour que on ne soit pas victime dans le futur? Tout cela en prenant les leçons du passé et puis en l'utilisant pour l'avenir. Et puis c'est ce qu'on va en débattre. Donc il n'y a pas de problème. Et si le temps nous permet, essayons de parler surtout sur le plan togolais des choses-là, des prochaines séances qui se pointent à l'horizon. Et comment, discutons aussi de comment, en fait, la diaspora peut venir en aide pour sa contribution vers la résolution, bien donner son apport à une résolution pacifique de l'association togolaise. Merci, je vous remercie pour l'instant. Merci, M. Credo, pour tous ceux qui nous suivent. C'est le débat, le grand débat sur le scandale de la corruption en Afrique, l'affaire Bolloré. Faut-il laisser la justice poursuivre son cours? Mais ici, à Tempo Afrique, nous poursuivons aussi notre cours du grand débat. Pour ceux qui veulent regarder cette chaîne, vous allez sur IPTV Service, c'est-à-dire iptv.tempoafrique.com et vous allez quand même remplir les applications pour participer, pour regarder ce grand débat, pour regarder surtout Tempo Afrique TV. Il y a bien des institutions. Merci pour tous ceux qui nous ont appelés et tous ceux qui disent réellement regarder cette chaîne. Vous avez désormais l'information. Si vous voulez aussi participer à notre grand débat, vous pouvez appeler le numéro qui est sur votre écran. Nous continuons toujours de parler de ce scandale en vous donnant un peu quelques aperçus sur la gestion autonome du port de Lomé et aussi dans les autres continents de l'Afrique. Au niveau du port, comme l'a si bien dit, le port autonome, il y a beaucoup de surfacturation. C'est-à-dire que quand vous prenez Autossi, il part de Soupon jusqu'au quai, il y a une surfacturation. Quand vous parlez, ou on passe de port-export auto, qui assure la sécurité des véhicules, il y a encore une autre surfacturation qui ne dit pas son nom. Vous parlez encore, vous passez encore à Uniport, il y a encore une surfacturation parce qu'il faut recruter des chauffeurs qui vont prendre du véhicule jusqu'au parc auto. Il y a encore ce qu'on appelle le retrait document. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du professionnalisme dans ce port. En parlant aujourd'hui de M. Barassou, Yves, qui a hérité de l'agrément de son père, donc devenu transitaire, il est donc devenu héritier. Il a hérité donc cet agrément par son père. Il y a aussi M. Patrick et M. Agbokpe, qui est directeur aussi de DTRF, qui d'ailleurs même quand on retire le véhicule du port, il y a un ticket qu'il faut payer, le ticket coûte 1000 francs. Alors nous avons beaucoup de choses à relever pour que le gouvernement, nos gouvernants puissent prendre leurs responsabilités compte tenu de ces ports qui rapportent beaucoup d'argent. On va essayer de passer à un autre sujet parce qu'on n'a plus le temps. À côté de Bolloré, nous allons parler réellement de comment on appelle ce qui se passe au Togo et aussi dans les autres pays africains. Nous avons appris, je dis bien nous avons appris que monsieur le chef d'état-major togolais Félix Katanga a été nommé chef de mission de la CEDEAO. Il a été nommé chef de mission de la CEDEAO. Monsieur le professeur, est-ce que cela ne vous dit pas quelque chose? Parce que demain, on aura Boari qui va réellement prendre les erreurs qui va être président de la CEDEAO. Est-ce que cela ne vous dit pas quelque chose? Quand on prend monsieur Félix Katanga nommé chef de la mission de la CEDEAO, qu'est-ce que cela vous dit?
Oui, moi, normalement, ça ne devait pas c'est pas causer un débat si le Togo se comportait comme les autres pays. Pas plus qu'hier, j'ai parlé avec un ami ici. On disait que le comportement abject de nos militaires fait que même les organisations internationales ne les sélectionnent pas pour diriger des missions. C'est hier seulement qu'on en parlait. Parce que nous avons vu des Maliens diriger des missions internationales à travers le monde. Être chef d'élection, être chef de la force de l'ONU. Mais vous n'avez jamais entendu parler d'un Togolais, d'un général togolais à la tête d'une mission? Non, il n'y en a pas. Parce que les gens se méfient d'eux. Ils sont peu crédibles. Maintenant, moi, je vais même dire qu'il faut se réjouir que Félix Katanga, malgré ce qu'on sait de lui, a été nommé. Bon, moi, je pense que c'est un Togolais. C'est pourquoi moi, je dis que notre problème, nous n'avons pas de problème de personne. C'est un système que nous combattons. Donc, oui, bravo Katanga. Félicitations à Katanga. Nous allons le voir à l'œuvre. C'est tout ce que moi, je dis. Attendons, s'il est à la hauteur de la position qu'on vient de lui donner, c'est à l'honneur du Togo. Nous serons fiers de lui. C'est tout. Maintenant, sur le plan politique, est-ce que c'est un hasard que cette nomination vienne au seuil, n'est-ce pas, de la fin du mandat? Comment l'appelle-t-on? Non, je dis au seuil. À l'orée de à la fin du mandat de Faure, que Félix Katanga soutient avec toutes ses forces. Qu'est-ce qui se prépare? Mais ce qui est sûr, c'est que la CEDEAO n'est pas le Togo et le Togo n'est pas la CEDEAO. Le Togo est membre de la CEDEAO. Le Togo est une petite entité de la CEDEAO. C'est-à-dire que le Togo ne commande pas la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui dicte ses lois au Togo. C'est-à-dire que quel que soit ce que le gouvernement togolais est en train de préparer en faisant nommer Félix Katanga comme chef de mission de la CEDEAO, ça c'est leur problème. Je pense que les 15 autres pays de la CEDEAO ne vont pas se soumettre aux desiderata du régime cinquantenaire, autocratique et monarchique du Togo. Ils ne vont pas le faire parce que quelque part chez eux, la démocratie est en marche. Chez eux, tout est en marche. Et le Togo ne saura être le seul point d'ombre qui va retarder le sort de la sous-région. C'est pourquoi le président Bouhari avait été clair que désormais, ils ne vont pas permettre qu'un seul pays puisse constituer cet obstacle-là à l'évolution de l'Afrique tout entière. Vous savez, maintenant, nous évoluons en groupe dans le monde. Vous avez l'Union européenne, vous avez la SADC, vous avez la CEDEAO, vous avez tel. C'est comme ça. Aucun pays ne pourra évoluer seul. Donc la CEDEAO compte sur le Togo pour évoluer, mais pas à n'importe quel prix. C'est pourquoi il ne va pas rester les bras croisés en laissant le Togo se comporter comme un enfant mal élevé de la famille CEDEAO. C'est comme ça que le Togo se présente aux yeux du monde. C'est un enfant mal élevé de la famille CEDEAO. Et il faut le réprimander, il faut le corriger. Et la CEDEAO, quel que soit ce que Faure et Katanga ont envie de faire dans cette nomination, si elle ne s'inscrit pas dans les cadres, n'est-ce pas, des missions comme les autres le font, pour qu'au moins une fois encore, dans le monde, le Togo puisse au moins être vu d'un bon œil, ça fait son problème. Maintenant, je dis bien que quel que soit ce qu'ils veulent faire, la CEDEAO ne sera pas à marge et regardez. Ils ne vont pas permettre ça. On va lui dire, oh, mon cher ami, ici c'est la CEDEAO. On ne fait pas ça ici. Il va dire, pardon, je ne savais pas que j'étais déjà hors de mes frontières. C'est ce qui va se passer. Alors, moi, je dis que nomination ou pas, cela, nous, on n'a ni chaud ni froid. C'est tout. D'accord. Merci, professeur. Merci, professeur. Monsieur Credo, il y a création de deux coalitions au niveau du Togo aujourd'hui, les centristes qui sont entre l'opposition et le régime.
et aussi les écologistes. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce qu'on amène aujourd'hui ces deux partis qui viennent d'être nés, qui ne sont même plus au niveau de la coalition? Est-ce que ça va réellement changer les choses ou bien il y a quelque chose qui se faufile à l'horizon, M. Credo? Ouais, moi je crois qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Et c'est clair. C'est clair que Ford, par sa décision de maintenir le calendrier électoral, peut montrer soit à l'opinion internationale ou bien dans la sous-région que ces élections ne sont pas que des élections de mon parti. Il y a une opposition soi-disant qui a accepté de participer. Quand on parle des centristes composés de 3 partis, on parle des écolos composés de 4 partis, et ces partis-là ne jurent que par les élections. Allons aux élections. Alors qu'ils savent que, au moins, si on avait touché aux réformes institutionnelles et constitutionnelles permettant de réviser les listes électorales, de réviser la formation de la CENI, et tout ça donnera plutôt une confiance et une crédibilité aux élections au Togo. On parle de choses-là, on essaie de passer outre ça et on veut aller aux élections. Moi, ces deux regroupements qui se mettent entre Ford et les 14 partis, c'est parce que Ford n'a pas pu déjouer, n'a pas pu briser le bloc des 14 partis qui s'est vu obligé de former au milieu des blocs satellites qui peuvent utiliser à bon escient. Je me demande qui les finance et d'abord, vu leur programme, c'est sûr qu'ils veulent, ils sont d'accord pour que Ford aille se réélire en 2020. Donc c'est un peu un scénario qui se monte. Et les Togolais ne sont pas dupes, heureusement qu'on est réveillés, et il faut construire ça de près. Bon, maintenant, l'élection et les élections parlementaires qu'on prévoit pour début juillet, on veut maintenir cette sécurité des élections en mobilisant l'armée pour essayer de marquer tout ce qui ne seront pas d'accord. Par exemple, dans une conférence de presse, Maître Raphaël Pandé Adjaré disait que dès qu'on convoque le corps électoral, on est en train d'exposer le Togo à une situation très dangereuse, puisque les Togolais ne voudront pas, au fait, bien sûr, il y aura toujours un pourcentage pour la majorité présidentielle et puis ces partis satellites, mais est-ce qu'il y aura une grande majorité qui voudront aller aux élections? Voilà, il y a quelque chose qui se prépare et l'avenir s'annonce très difficile au Togo. Nous devons être vigilants, nous devons vraiment nous préparer à savoir comment contrecarrer cette démarche qui va bientôt, dans un mois et demi, les choses sérieuses vont se passer au Togo. Donc voilà, et je crois que c'est le but de la création de ces deux formations et il faut qu'on voit comment ça va se passer. Je vous remercie.
Merci, merci mon cher Credo. Docteur, nous n'avons plus le temps. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on essaie de finir avec ce grand débat? Bien sûr, je brûle d'intervenir par rapport à cette question qui est très importante. Et moi, quand j'ai vu ces messieurs-là en train de traîner leur boss devant les médias pour créer tantôt des partis centristes, tantôt des partis écologistes, moi, ça m'a fait sourire puisque c'est déjà vu. C'est pourquoi j'ai un peu pitié du président de la République parce qu'il est en train de marcher exactement sur les pas de son papa. En 92, c'est ce que Yadema avait fait. Lorsqu'il voulait organiser des élections frauduleuses et l'opposition a dit niet, le code est dans le temps, il est allé créer des partis satellites, notamment des gens comme Adani Ife, des gens qu'on a ramenés de nulle part pour venir être candidats, histoire de légitimer une élection frauduleuse. Il y a un adage, vous savez, il y a un adage qui dit « honte à ceux-là qui ne font pas mieux que leur père ». Je suis obligé de le dire ici, parce que nous avons pensé que Faure Gnassingbé pouvait mieux faire que Yadema. Mais je vous dis que Yadema a fait mieux que Faure Gnassingbé. Quand vous regardez, c'est pas la pagaille au sommet de l'État, maintenant, Yadema de loin a mieux fait. Parce que Yadema ne sortait pas des soldats pour embastiller tout citoyen, tout simplement parce qu'on veut l'empêcher d'aller à la marche demain. Yadema ne l'a jamais fait. Yadema n'a pas, saisi des motos et des voitures et on verse du sel dans les réservoirs des motos et des voitures. Les gens vont les rechercher, ils ne peuvent plus les rouler parce que le moteur est parti. Vous avez vu un crime comme ça dans un pays? Et il y a autant de Yadema, il n'a jamais fait ça. Alors, honte à ceux-là qui ne font pas mieux que leur papa, et ça s'applique ici au monarque togolais. C'est ça qui fait peur pour le Togo. Alors, pour en venir à ces partis satellites qui sont créés, je vais parler seulement d'un individu, à la personne d'Amela ou quoi là. Vous voyez, c'est encore un autre ça. Honte à ceux-là qui ne font pas mieux que leur papa. Nous connaissons l'histoire de son papa. Son papa fut professeur de l'université, à l'université du Bénin, à Lomé. Il a fait la même chose, tout le monde sait comment il a fini. Et maintenant, son enfant n'apprend pas cette leçon-là, il se met aussi au service à suivre les mêmes. Moi, je regrette quand même ce comportement. Un gars qui n'était pas connu de personne, qui n'était connu de personne dans l'échiquier politique togolais, togolais. Et quand il était militant de l'ANC, personne ne le connaissait. Subitement, pour démissionner, il organise une conférence de presse, tambour battant, en train de dire de se donner de l'importance. Qui te connaît, M. Amela? Personne. Alors, en catimini, tel que tu es rentré à l'ANC, il faut sortir comme tel que tu es venu. Comme le dirait Jean Lafontaine. Il est parti comme il est venu, il fallait le faire. Mais monsieur a voulu faire du bruit parce qu'il a pris de l'argent quelque part, il veut satisfaire ces corrupteurs que non, j'ai fait le travail. J'ai dit que le peuple togolais est vigilant. Tous ces personnages-là, qui sont en train de jouer comme la politique, comme c'est du théâtre, ils auront leur compte. Le peuple ne va plus faire de cadeaux à qui que ce soit. Soit tu es avec le peuple pour la libération totale, soit tu es de l'autre côté. Il faut être clair. C'est pourquoi, lorsque le dialogue a été lancé, les gens, les sept de ces groupes-là ont voulu coûte que coûte participer au dialogue. Ils ont voulu passer par le régime pour être imposés comme délégation de l'opposition. Nous avions dit à ce moment que nous allons comme à un match où chaque équipe doit faire son choix. Maintenant, si le régime pense que les Abbas Kaboua, les Amela, c'est leurs stars, ils n'ont qu'à les aligner du côté du RPT. Et nous, au niveau de l'opposition, nous gardons seulement ce que nous avons. C'était tout. Maintenant que les gens là, ils n'ont pas pu jouer ni pour le RPT, ni pour l'opposition, maintenant, on se pose en centriste. Lorsque vous êtes en face d'une injustice, le pire
des criminels, c'est celui-là qui se positionne au milieu. Parce que le choix, le peuple togolais aujourd'hui n'a pas le choix du choix. Il doit choisir. Le choix s'impose à lui. Nous n'avons qu'un seul choix. Et le choix là, c'est de faire partir ceux-là qui sont en train de martyriser le peuple. Est-ce qu'il faut encore parler chinois pour que vous compreniez? Donc ces histoires machin centristes, tout ça là, nous, on n'en veut même pas entendre parler. Ils ont pris leur argent, ils auront honte parce que le RPT va leur réclamer des comptes, puisque le travail pour lequel ils ont été achetés n'aura pas lieu. Ça, c'est sûr. Moi, je vous ai dit que les élections dont les gens parlent là, elles n'auront pas lieu. Parce que Ford n'en a pas les moyens financiers. Il n'en a pas les moyens, et c'est pas sur le plan persuasion pour convaincre l'opinion que moi, une fois encore, après avoir tout patrouillé plus de 3 élections, cette fois-ci, je vais être bon. Jamais. Le général malien qui avait été dépêché pour superviser les Togolais, il est parti en pleurant parce qu'il n'a jamais vu ce qui s'est passé. Ça, c'est le Togo encore. Vous me parlez de quelle élection sous ce régime-là? Vous pensez que ces mecs-là veulent organiser des élections pour les perdre? C'est pourquoi je vais ici lancer un coup de gueule aux diplomates qui sont accrédités au Togo. On appelle pays de 5 ou bien pays de 6. Ils n'ont qu'à se méfier. Ils n'ont qu'à se méfier parce que nous sommes dans leur pays. Nous sommes devenus citoyens. Nous sommes impliqués dans la politique ici. Nous savons ce qui se passe. On ne permet pas aux diplomates togolais de s'immiscer en disant aux Américains allez aux élections ou aux Allemands allez aux élections même si le fichier n'est pas normal. Mais pourquoi? C'est parce que nous sommes des Noirs? C'est parce que nous sommes des Africains? C'est parce que nos chefs d'État nous ont vendus à vil prix? C'est pourquoi n'importe qui vient pour nous donner des ordres? Quand même, give me a break. Ils n'ont qu'à garder leur conseil en matière d'élection parce que c'était devant eux que tout s'est passé, ils n'ont pas pu brancher. Maintenant, ils veulent encore. Et Dieu seul sait ce qu'ils reçoivent auprès de ces gens-là. Dieu seul sait. Et nous allons les dénoncer dans leurs pays respectifs. Nous sommes maintenant en pleine campagne. Nous allons les dénoncer. Ils risquent d'apathie par rapport à cette affaire-là. Ils risquent d'être les perdants parce que le gouvernement, ils peuvent soutenir ce régime, mais ils seront les perdants parce que nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous, on leur lançait un appel. Le gars, l'Allemand, le diplomate allemand, il n'a qu'à retourner là-bas, il n'a qu'à lire son histoire. Il parle d'élection. L'Allemagne nazie n'était pas une Allemagne qui a été créée par un coup d'État. Non, ce n'était pas l'élection. Comme l'a dit un confrère hier, l'histoire l'a répété, c'est confirmé. En 1933, Hitler avait formé un parti des travailleurs. C'est là où il a pu monter. Il a gagné les élections avant de transformer l'Allemagne en ce que nous savons, 6 millions de Juifs et que sais-je encore. C'est ce que ce gars-là veut pour le Togo. Après 10 000 personnes, il veut maintenant 5 000 pour qu'il soit satisfait. Nous sommes fatigués de voir le sang humain. Nous sommes fatigués. Le Togolais en a marre. C'est pourquoi nous prions au fort que nous devons mettre fin. Nous devons non seulement, comment l'appelle-t-on, provoquer la chute de ce régime, mais nous devons le précipiter sa chute. Il faut provoquer, précipiter la chute de ce régime criminel. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous ne pouvons pas parler parce que les crimes sont tellement innombrables que nous ne pouvons pas parler des crimes que ce régime est en train de commettre. Et là, moi, j'en ai marre. Merci. Grand merci au professeur Issoufou Moussa. Merci aussi à Credo Emmanuel. Le temps qui nous est parti est arrivé. Nous allons boucler cette boucle pour reprendre notre grand débat la semaine prochaine. Nous allons encore avoir plus de temps pour aller jusqu'au bout de nos idées. Vous êtes libre aussi de nous proposer beaucoup de sujets pour qu'on en débattre. Vous êtes libre de nous faire beaucoup de suggestions. Merci donc à Malik Sall qui a su la production de cette émission. Tant que le Togo sera libéré et sera sur le joug et que la diaspora togolaise pourra aussi marcher, la libération du Togo et de l'Afrique n'est pas loin. Il faut libérer le Togo pour libérer l'Afrique. Merci pour cette émission. Serge Niawa. Merci. Merci.
Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.